maison sur la plage, ça fait toujours plaisir. Le garçon un peu riche et mystérieux. Serena qui allait chercher un café au coin de la rue en tenue de soirée. Son père est tellement adorable, j'aime trop. Forever Young, pour moi, c'est Newport Beach. Hello à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de Pop Thérapie, toujours accompagné d'Anaïs. Hello! Et aujourd'hui, on va parler d'un phénomène qu'on a remarqué ces derniers temps, le retour des romances d'ados. Parce que depuis quelques années, on voit apparaître plein de séries et de films qui nous donnent une impression assez particulière, comme si on était revenu dans les années 2000. On pense par exemple à Maxon Hall, Anaïs, l'été où je suis devenue jolie, ou encore Exo Kitty, à tous les garçons que j'ai aimés, The Kissing Booth. Et à chaque fois qu'on les regarde, il y a un truc assez familier. Les couleurs, les musiques, les personnages, leur histoire d'amour. Et on s'est demandé pourquoi ces séries nous rappellent autant les films et les séries qu'on regardait adolescentes. Parce que quand on réfléchit, il y a énormément de codes qu'on reconnaît plutôt immédiatement. Les chambres d'ados hyper décorées, les montages musicaux ultra romantiques, les triangles amoureux dramatiques, le garçon un peu riche et mystérieux, n'est-ce pas, Conrad? Bon, il y a James aussi. Hein. Il y a James aussi, c'est vrai. La fille normale, mais attachante. Et on a surtout cette sensation très particulière. Ces histoires, elles nous font ressentir les choses un peu comme quand on avait 15 ans finalement. Et donc aujourd'hui, on va analyser ensemble pourquoi ces nouvelles séries reprennent autant les codes des années 2000 et surtout pourquoi ça marche si bien sur nous, les millennials. Anaïs, est-ce que je te laisse ouvrir le bal de ce grand sujet qui nous tient à cœur? Bien sûr. Après, je tiens juste à faire une petite précision. Personnellement, j'ai encore 15 ans. Mais voilà. Pareil. Alors moi, peut-être... Ouais, si, 15 ans, c'est bien. Un petit peu plus vieille, à la rigueur. Allez, 25. Ouais, 25. Allez, adjugé, j'ai vendu. Je pense qu'on va pouvoir commencer un petit peu par le pourquoi on adore retrouver ces codes. Donc, on rembobine notre cassette. Parce que nous, les millennials, on a vraiment grandi avec une période extrêmement riche en team série et en teen movie. Je pense que je vais vous donner des exemples qui vont être très parlants pour chacun, que ce soit Les Frères Scott, Newport Beach, Gilmore Girl, Gossip Girl, tous les films qu'on a pu avoir, genre Lolita malgré moi, comme Cendrillon, enfin tous ces choses. Ouais, toutes ces choses-là, ouais. Et ces séries avaient toutes quelque chose en commun. Elles mélangeaient romance, amitié, musique et surtout adolescence. Donc par exemple, désolé, on remet ça un petit peu sur le tapis, mais je sais que ça va te faire plaisir, Elvin. Oui, mais on aime trop les frères Scott. On l'a annoncé dès le départ, on va parler beaucoup des frères Scott, un petit peu beaucoup aussi de Taylor Swift, mais c'est comme ça, on les aime. C'est ça. Dans les frères Scott, on avait des histoires d'amour qui étaient vraiment au cœur de l'histoire et des amitiés qui étaient extrêmement fortes. Ce truc un peu de girlhood entre Brooke et Peyton. Chaque personnage avait une identité très claire. Chaque personnage a vraiment une fonction dans la série. Lucas était le garçon sensible et introspectif. Là où Nathan était le bad boy qui évolue. Peyton, c'est un peu l'artiste torturé. Et Brooke, c'est la fille populaire qui cache malgré tout une grande vulnérabilité. Là, on développe les frères Scott, mais quand tu reprends même Newport Beach, on avait Ryan qui était un peu le bad boy de la rue, et à côté de ça, il se retrouve en coloc avec Seth qui est le petit geek intello dans sa chambre. Donc toujours des caractères très bien définis. Mais même tu regardes Gilmore Girls, c'est un petit peu, alors c'est peut-être pas autant marqué, mais au niveau des garçons c'est pareil. Gossip Girl, on a quand même Chuck qui est, excusez-moi du terme, le gros connard de service. Là où Nate est peut-être un petit peu plus correct, on va dire ça comme ça. Ouais, c'est vrai qu'ils avaient tous des personnalités bien à eux et qui étaient très emblématiques dans chacune de ces séries, en tout cas de cette époque. C'était vraiment des personnages hyper bien travaillés à chaque fois. Personnellement, je trouve que c'est vraiment des archétypes qu'on retrouve exactement dans Maxton Hall, dans L'été où je suis devenue jolie. Il y a vraiment des choses qui permettent une identification immédiate. Chacun peut s'identifier à un personnage, je trouve. Oui, c'est vrai. Je pense que c'est ça aussi qui nous... Enfin, ça fait partie des codes, justement, des années 2000 qu'on retrouve dans ce genre de série, de pouvoir s'identifier facilement à au moins un personnage de la série. Oui, ils ont repris certes ce qui marchait dans les années 2000 avec les séries emblématiques, mais malgré tout, je trouve qu'ils ont réussi à rajouter un petit brin d'actualité parce qu'on a des choses vraiment plus inclusives. Ouais, en fait, ils ont gardé les mêmes codes, mais adaptés à notre époque actuelle. Ouais, c'est ça, exactement. Ouais.
Alors c'est vrai que beaucoup de séries actuelles ont une approche plutôt très adulte de l'adolescence. Par exemple Euphoria, où tout est très intense, la drogue, la sexualité, la violence. Les séries romantiques actuelles, inspirées des années 2000, pour le coup font exactement l'inverse. Dans À tous les garçons que j'ai aimés, alors on parle séries et films, hein, voilà, on les a mis dans le même panier. Mais c'est vrai que dans À tous les Oui. garçons que j'ai aimés, le moment le plus romantique, c'est simplement des regards, des gestes maladroits, des débuts un petit peu hésitants, etc. La même logique qu'on retrouve dans Gilmore Girls, avec la relation par exemple Rory Jess ou Dean encore, parce que toujours le triangle, où tout repose sur les discussions, les regards, les tensions émotionnelles. C'est vrai qu'on a ce truc d'y aller en douceur et ça fait du bien aussi d'avoir ce choix de regarder des séries où justement tout n'est pas axé, on y viendra un peu plus tard, mais tout n'est pas axé uniquement sur le rapport physique, mais sur tout ce qui se met en place avant. Et ça, c'est vraiment trop cool. Mais je trouve que il y a aussi dans l'été où je suis devenue jolie, où je trouve qu'on palpe vraiment l'évolution de la relation. Je sais pas Complètement. si t'as fait ça quand t'as regardé la série, mais Assis de fou. la tension. Moi, j'ai eu plusieurs fois envie de me lever de mon canapé en mode, mais elle est conne ou quoi? Ouais. Non, c'est clair, les hésitations, les tensions, les non-dits, les regards, ne pas savoir comment faire les choses parce que voilà, tu as peur de faire un geste maladroit ou de ruiner une amitié. C'est trop bien en fait, c'est la vraie vie hein, parce que finalement, quand on est face à quelqu'un qui nous plaît, bah on est un peu hésitant. Enfin, en tout cas, dans mon caractère, c'est comme ça que j'ai vécu mon adolescence et c'est comme ça que je vis encore certaines de mes relations. Mais ce truc Dur à dire, de pareil. bah, tu sais, c'est pas trop sur quel pied danser, etc. Donc, c'est vrai que ça fait plaisir de pouvoir retrouver ça dans les séries actuelles, parce que ça correspond à la façon dont on a grandi avec les séries des années 2000. Ça, c'est sûr. Il y a quand même eu une période, en tout cas, où dans les séries, ils avaient quand même tendance à très très vite passer à l'acte. Ouais. C'était presque central dans la série. Alors oui, il y en a qui vont me dire clairement que c'est des trucs cucu, etc. Mais désolé, moi j'aime les trucs cucu. Bah, au-delà du cucu, moi, je trouve que c'est juste très doux. Tout simplement, c'est Oui, plutôt dans la douceur, c'est quelque chose de plutôt lent. Dans un monde où tout va trop vite, bah, ça fait du bien de voir des gens prendre le temps, tout simplement. ça permet de mettre aussi une espèce de normalité. Complètement d'accord. Parce Bah, que c'est je pense que tu vas être d'accord avec moi, Elvin, mais à l'époque où on regardait Skins ou d'autres séries, en tout cas un peu plus, on va dire, hard. Alors, oui, un comme petit peu plus d'habitude, je fais des trash. guillemets avec mes doigts, mais mais on était vraiment sur quelque chose de très débridé. Et moi, je sais que j'ai pourtant beaucoup aimé Skins. Hein, j'ai regardé Oui, les 7 saisons, etc. Mais mais ça nous pour correspond autant, pas. je n'arrivais pas à m'identifier à ça. Bah c'est ça, c'est vrai que ça nous correspond pas forcément. Alors ça peut nous arriver de faire des soirées qui partent un peu en cacahuète et puis de se retrouver avec le premier venu. C'est sûr que c'est des cas de figure qui se présentent dans la vie de tous les jours, mais c'est vrai que dans un quotidien, dans quelque chose de voilà, dans une routine, dans une vie un peu plus classique entre guillemets, on se retrouve plus dans des cas comme effectivement l'été où je suis devenue jolie, les frères Scott, etc. Voilà, à hésiter un petit peu, à stresser du premier encart, à pas trop savoir ce qui va se passer. Enfin voilà, ça fait du bien de se raccrocher à ça. Je pense qu'on peut passer un peu à la deuxième partie, de mettre un peu en lumière les codes que ces séries-là reprennent, ces codes des années 2000. Vous savez que avec Elvin, on adore la musique. Je pense que vous avez compris au fil des épisodes et on ne pouvait pas ne pas en parler dans cet épisode-là. Les bandes originales ultra émotionnelles, c'est vraiment pour moi un code C'est la base. le plus important pour une série. C'est la Enfin, base pour de moi, tout. c'est. Je sais pas si c'est parce qu'on a été bercé par des séries avec des BO vraiment très fortes, les frères Scott, Grey Anatomy, même Newport Beach avait quand même Ouais. une très bonne BO. Et du coup, ça nous a un peu matrixé le cerveau en mode si une série doit être bonne, il faut qu'elle ait une bonne BO. Mais pour moi, ça marche vraiment ensemble, hein. On a retrouvé ça, je trouve, dans Ten Me Lies, justement, où la Ouais, BO est tu m'as enlevé les incroyable. mots de la bouche, j'allais dire exactement la même chose. Ben, moi, je trouve que ça donne une plus-value à la série qui est grave importante. À partir du moment où tu rattaches une musique à une série et que bah, quand tu écoutes la musique quelques années ou quelques mois plus tard, tu penses à cette série, c'est que la série, elle a fait son taf, en fait. Ça veut dire que la BO, elle est parfaite. Ouais, moi ça me fait ça avec les frères Scott. Avec l'été où je suis devenue jolie, j'arrive vraiment maintenant à identifier des musiques qui me font vraiment penser à la série. Un peu moins Newport Beach. À moi, Newport Beach, j'ai quand même quelques musiques phares. Ben, en plus, surtout que à cette époque, c'est vrai que maintenant, ça nous le fait un peu moins. Mais on était dans les années 2000, à une époque où les génériques des séries étaient grave marquants. Et je pense que si tu penses aux génériques de Newport Beach, t'as forcément California qui te revient dans la tête Oui. et elle va pas Ah te oui, lâcher jusqu'à ben, ce soir. Voilà. et j'ai même aussi la musique Forever Young, pour moi, c'est Newport Beach.
J'allais le dire, j'allais y venir parce que c'est une des musiques préférées de ma sœur qu'elle a découvert, je crois, à ce moment-là dans la série. Pas la version d'Alphaville, mais la version de Youth Group, c'est celle qui a été utilisée pour la série. Et moi, je reverrai toujours Marissa et Ryan en train de danser sur cette musique. Ouais. Ouais, trop important. Moi, Forever Young, c'est la première chanson que j'ai voulu apprendre à la guitare. Oh, trop mignon. Bah, tu sais que moi, je suis en train de la réapprendre au piano en ce moment, Ouais, bah justement. voilà. On est décidément encore très liés, mais bon. Ouais, carrément. Là, on était plus sur une bande-son un peu indé rock, dans mes souvenirs en tout cas, un peu comme les frères Scott. Newport Beach m'a beaucoup moins impacté que les frères Scott, mais ça a quand même vachement bien rythmé la série et on sent que ça a beaucoup joué dans la popularité de la série. Je fais partie de cette génération, mais on n'avait pas Shazam pour savoir. On faisait comme on pouvait. Hein. Là, c'est vrai qu'avec Shazam, c'est tellement facile. Bon, c'est très bien, mais à l'époque, on a galéré pour trouver certaines musiques. Hein. Ben, il me semble, alors je sais pas si ça va te parler ce souvenir, mais il me semble qu'il y avait un espèce de site qui référençait par épisode les musiques. Qui existe toujours, mais à l'époque, c'était pas forcément mis à jour très vite. C'est un peu galère par moment. Ça nous a facilité la vie, mais c'était pas aussi bien développé que maintenant. Bah d'ailleurs, ça c'est un bon plan si jamais vous avez pas forcément réussi à chasamer ou autre, ou que la musique n'existe pas sur Spotify. Le site TuneFind, donc ça s'écrit Tunefind. Tout est super bien répertorié. Tu peux taper soit le titre de la musique pour savoir dans quel épisode tu les as déjà entendus ou dans quelle série, soit la série et tu choisis l'épisode et il te détaille dans quelle scène, par épisode, les musiques et à quelle scène elles correspondent. Et c'est super bien foutu. Et moi, je sais que j'ai retrouvé plein de trucs grâce à ça parce que des fois, Shazam n'arrivait pas à le capter. Du coup, ouais, les frères Scott avaient vraiment enfin, pour moi, on en a fait un épisode entièrement consacré à ça, à la BO des frères Scott. Donc, si jamais vous voulez aller l'écouter, il est dispo. Mais la musique, en tout cas, elle est absolument centrale dans les frères Scott. Chaque épisode se termine presque toujours par une chanson très forte émotionnellement. La série a d'ailleurs révélé énormément d'artistes indie, pop rock. Certains moments sont devenus cultes, que ce soit les matchs de basket avec des musiques emblématiques, des scènes d'amour avec des chansons très émotionnelles. Et je trouve qu'on a retrouvé cette même logique dans L'été où je suis devenue jolie, mais aussi, je vais élargir ce propos-là, je pense, avec toutes les productions de Jenny Han, parce que je pense que Jenny Han a été bercée comme nous par des séries des années 2000. Alors, Anaïs, c'est une pro Jenny-Han. Tu m'as dit quoi hier? C'est ma prêtresse. C'est ma prêtresse. Donc, Jenny-Han, qui est l'autrice de L'été où je suis Oui, devenue jolie et qui est aussi la créatrice et la productrice de la série. Je sais qu'elle avait fait d'autres choses, mais que moi, j'ai pas regardé, mais il me semble que toi, oui. la trilogie de À tous les garçons que j'ai aimés, elle a Oui, fait ça, j'ai vu, un ouais. spin-off de À tous les garçons que j'ai aimés avec XO Kitty. Ah, voilà, c'est ça que j'ai pas vu, en fait, finalement. Et après, elle a écrit des livres, beaucoup en trilogie. Donc, elle a écrit la trilogie de L'été où je suis devenue jolie, la trilogie de À tous les garçons que j'ai aimés, et une autre trilogie qui a l'air un peu de s'apparenter d'un mix entre Gossip Girl et Pretty Little Liars. Voilà. Ouais, bah, on voit les inspirations, effectivement. Vous savez que L'été où je suis devenue jolie est énormément rythmé par la BO de Taylor Swift. Je pense qu'il Ah n'y a oui. pas une saison où il n'y a pas un morceau de Taylor Swift. Et je crois que, autant dans la saison 1, il n'y en a pas trop, mais je crois que saison 2 et saison 3, avec la popularité de la série, elle s'est lâchée sur le budget Ouais, c'est ça. Je de pense que saison musique 1, elle avait Jenny pas Han. forcément les fonds pour lâcher autant d'argent à Taylor Swift, mais alors à la saison 3, elle s'est dit, bon, bah, c'est bon, maintenant on est blindé. On va mettre Taylor Swift à toutes les sauces. Et à chaque Ouais. épisode, il y a une Mais, chanson. Ah moi, je oui. faisais un petit bingo de savoir quelle musique de Taylor Swift allait sortir avec quelle scène. Non, moi, j'essayais justement de pas trop me faire spoiler et de découvrir au fur et à mesure, donc je me faisais pas trop d'avis. Je me laissais surprendre à chaque fois. Et j'ai été ravie d'ailleurs parce qu'à la fin de l'épisode 1 ou 2, on enchaîne avec une musique de Taylor Swift. Je crois que c'est You're Losing Me. Et juste après, Oui, Benson Boone. exactement. Ben, moi, c'était le bingo parfait. Moi, j'étais sur mon canapé en train de me dire, mais c'est le meilleur jour de ma vie, en fait. Je signe pour la saison 3. Ah ouais, ouais, vraiment, saison 3 était géniale. Toutes les saisons étaient bien, mais c'est vrai que la saison 3 elle nous a gâtés en termes de musique. Elle s'est lâchée et tant Oui. mieux. J'avais lu ou vu, je sais plus, une interview d'elle où la présentatrice l'interroge sur comment elle a fait pour avoir accès au catalogue de Taylor Swift, parce qu'on sait ô combien Taylor Swift est très sélective sur à qui elle donne ses droits musicaux, entre guillemets. En fait, elle disait qu'elle lui a écrit une simple lettre
Mais ça m'étonne pas que ça Alors ait je sais marché. pas, mais je sais pas ce qu'elle a mis dans cette lettre, mais du coup ça a marché et elle lui a donné en tout cas, je pense contre rémunération. Ah oui, oui, mais c'est sûr. J'ai envie de croire que potentiellement Taylor Swift ne lui a pas demandé un max de billets. Peut-être que si, mais bon, je reste avec cette croyance-là. Ouais, moi je pense, je suis tombée sur, je sais plus si c'était une vidéo ou une interview, mais justement qui va contre ce que tu viens de dire, où on avait une idée à peu près des tarifs de ce qu'elle avait dû Ouais. payer pour avoir les chansons de Taylor Swift. On n'est pas sur un petit billet, hein. Taylor Swift avait répondu à pas Jenny Han directement, mais quelqu'un lui avait demandé ce qu'elle pensait du fait que Jenny Han utilise beaucoup sa musique dans sa série. Et même Taylor Swift était sur le cul, combien les paroles collaient aux scènes. Et en rigolant, il me semble qu'elle dit un truc du genre à croire que pendant qu'elle écrivait ses livres, elle avait mes musiques en fond, tu vois. Trop drôle. Et je pense que c'est complètement ça, par contre. Elle devait Oui, vraiment écouter Taylor Swift en boucle. Vu que c'est son livre, je pense que elle a eu la chance d'en faire vidéo quoi. une série et de pouvoir justement la faire exactement comme elle l'imaginait quand elle l'écrivait. Quand on adapte en tout cas un projet livre Oui. en projet télé ou cinéma, c'est assez rare que la personne ait autant la main dessus et je pense que là, elle devait être tellement contente de concrétiser ça avec toutes les idées qu'elle avait et que ça se passe comme elle l'imaginait. Et donc on Donc voilà. enchaîne avec les décors et les lieux iconiques. Oui. C'est vrai que dans les années 2000, les séries avaient des lieux très reconnaissables. Par exemple, Gilmore Girls, on avait donc la ville de Starzolo, il y avait la place du village, on a vu Rory courir 1 milliard de fois dessus. Le café de Luc, bien évidemment, lieu mythique. Les rues qui étaient décorées en fonction des saisons à chaque fois. C'est vrai que Oui. pour le coup, les décors, ils donnaient une sensation de confort et de familiarité. C'était tout de suite reconnaissable. C'est-à-dire que même maintenant, tu me montres une image de Gilmore Girls sans me montrer les personnages, je sais que c'est Gilmore Girls. Je reconnais le lieu tout de suite. Et ça, c'est vraiment trop fort, tu vois, je trouve, d'avoir créé un lieu emblématique comme ça. Dans Newport Beach, c'est un petit peu plus vague parce qu'ils sont quand même beaucoup dehors aussi. La ville est plus grande, mais c'est vrai, est-ce qu'on est bon, on est quand même à Orange County, du côté de la Californie, donc c'est très vaste. Mais les maisons luxueuses, on les reconnaît, on sait tout de suite qui vit où, les grandes fêtes dans les villas, la plage. C'était vraiment les codes de Newport Beach. Toutes ces séries à l'époque avaient des codes de lieux bien à eux. Les frères Scott, chacun avait leur maison, chacun avait Oui. leur chambre. Pareil, moi tu me montres la porte de la maison de Brooke, je sais que c'est la maison de Brooke. Pour le coup, l'univers était beaucoup plus défini. Tout était travaillé dans les moindres détails. Ouais, c'est ça. Le fait que la porte de Brooke soit rouge, tu vois, genre c'est un petit détail, mais ça a une importance tellement dingue dans la série. Ouais, et puis je pense qu'à l'époque, ils construisaient quand même beaucoup de décors, hein. Bah, il y a pas mal de séries, j'ai pu voir des vidéos TikTok passer où ils disaient bah telle série c'est la même chambre que dans telle série par exemple. Ils reprennent un Oui, j'ai petit vu, peu ouais. sans trop se fouler les décors existants. Bon, parce que surproduction, donc forcément il faut aller vite et il faut faire les choses rapidement et donc on va pas trop se casser la tête. Là où à l'époque il y avait moins de production et forcément plus de temps à créer des décors bien dans les détails et bien adaptés à chaque personnage et à chaque histoire en fait de chaque série. Parce qu'en fait, à l'époque, chaque studio phare avait sa série. Ça a commencé avec des séries comme Friends, etc., où effectivement ça bougeait plus, quoi. C'était hyper reconnaissable. Et pour le coup, je trouve qu'on retrouve ça sur l'été où je suis devenue jolie, mais aussi sur Maxton Hall. Je trouve que, alors je sais pas si c'est l'ambiance ou quoi, mais je pense que tu me montres une scène de Maxton Hall, je pense qu'on la reconnaît en fait. On reconnaît parce que bah, Maxton Hall en plus a choisi le parti d'avoir une série ultra colorée au niveau des costumes, Oui, etc. Bon, ça on y viendra, je pense, un peu plus tard aussi. Mais c'est vrai que on garde cette ambiance un peu teen des années 2000. La chambre de Ruby dans Maxton Hall, quand je l'ai vue, je me suis dit mais voilà, ça c'est une chambre dans laquelle je me reconnais, une chambre avec bah, plein de détails, avec des guirlandes, avec des ouais, je papiers vois. peints, enfin des même le couvre-lit, enfin tu vois plein de petites choses comme ça. C'est pas un truc froid très esthétique Instagram. C'est très humain, très chaleureux, très personnalisé. Et c'est pareil dans l'été où je suis devenue jolie, la chambre de Belly, elle est bien à son image. Il y a ses petites peluches, il y a ses petites affaires, c'est pas juste une chambre avec un lit, un bureau et puis hop, on va peindre le mur de telle couleur et on n'en parle plus. Et même la chambre de Lara Jean, elle fait vraiment vraie chambre. Bah ouais, en parlant des chambres, effectivement, on en a déjà parlé dans le début de l'épisode, donc on va repasser très rapidement dessus, mais c'est vrai que la chambre de Peyton dans les Frères Scott, c'est quand même une chambre cultissime. Elle est tout de suite reconnaissable. Entre les murs soit noirs, soit rouges, les vinyles, les affiches de musique, etc. Ça représente totalement sa personnalité.
Et effectivement, comme tu le disais, ils ont gardé cette logique dans À tous les garçons que j'ai aimés, avec la chambre de la Rajin, avec toutes ces lettres d'amour, les guirlandes lumineuses, tous ces petits objets bien personnels, bien à elle. C'est assez rigolo parce que, je sais pas si tu le sais, mais l'été où je suis devenue jolie est tourné au même endroit que les frères Scott. Je l'ai su tardivement. Wilmington aussi, alors c'est ça? Ouais, c'est sur le même banc de plage, en tout cas, Ok. qui est en dessous de New York et compagnie. Et en fait, c'est quasiment, je crois, à 1 heure de route l'un de l'autre. Et ça m'étonne pas parce qu'en regardant L'été où je suis devenue jolie, j'avais l'impression de retrouver un petit peu des ambiances Frères Scott. Bah, typiquement, la maison sur la plage, en tout cas la maison de vacances, m'a Complètement. beaucoup fait penser à la maison de Clay dans Les Frères Scott. Mais je suis trop d'accord avec toi. Ou même la maison de Nathan sur la plage. Et c'est justement pour ça qu'on s'identifie assez facilement à ce genre de série. Ça nous ramène à nos codes des années 2000, de retrouver un petit peu les mêmes genres de paysages et de maisons et de décors. Puis, on va pas se mentir, une petite maison sur la plage, ça fait toujours plaisir. Grave. Putain, à chaque fois que je vois ça, je me dis, mais quelle chance, tu te lèves le matin, t'as la plage devant toi, mais tu bois ton petit café là au bruit des vagues. Magnifique. C'est ça. Et on va parler du coup des vêtements et de l'identité visuelle. Les séries des années 2000 avaient vraiment souvent des styles très reconnaissables. Par exemple, dans Gossip Girl, la mode était presque un personnage. Blair et son fameux bandeau, enfin je Et dirais c'est plus serre-tête collant. que bandeau, Ouais, c'est et ses collant. collants. Purée. Et C'est aussi collant ces rouge. espèces de ballerines, là. C'était pas des mocassins, C'est mais ça, en fait, Blair, vraiment, quand j'y repense, c'est la petite tenue d'étudiante, mais avec des collants de couleur, le bandeau, je vois plein de motifs qui vont pas ensemble, genre des pois et des carreaux ensemble, et ces petites ballerines. ouais, de fou. Bien entendu, les robes de Serena qui allaient chercher un café au coin de la rue en tenue de soirée. Ouais, elle était à la Fashion Week tous les jours. Serena, je crois qu'elle est dans aucun épisode, elle est mal fringuée. Alors, j'ai pas toujours été fan de toutes ces tenues, mais c'est vrai qu'elle est tout le temps sur son 31. En fait, moi, quand je me mets sur Ça. mon 31 dans tous les jours, je pense que je suis la version plouc de Serena. Il y avait les uniformes revisités, très sexy, très. Enfin, je me souviens, c'était très court. Ça, ils l'ont fait dans pas mal de séries. On le retrouve aussi dans Elite ou dans tous les trucs un peu universitaires, où ils ont un uniforme de base. Et puis bon, les filles, elles se retrouvent toujours avec la chemise nouée pour avoir le nombril à l'air, ou alors un décolleté de fou. Les jupes qui remontent pour avoir bien la jupe mini, mini, mini au possible. Ouais, les bas aussi remontaient Ouais, un les peu comme bas. des cuissards. Ouais. Et pourtant, Gossip Girl, il y a eu un reboot, je dirais, définirais ça comme ça, où ils ont repris un peu ces codes-là d'un uniforme très sexy. En tout cas, il y avait un peu les codes de Blair et de Serena, mais un peu revisités à la mode des années 2020, tu vois. Je sais pas si tu l'as vu. Non, ça me donnait pas du tout envie, je t'avoue. Et j'ai regardé par curiosité je crois, les 3 premiers épisodes, et en fait, j'ai trouvé ça très fade. Ça m'étonne pas. En fait, c'est comme s'ils avaient voulu transposer Gossip Girl dans Elite. Bah, flemme. Franchement, ça m'attire pas du tout. Déjà, je suis pas une grande fan de Elite. J'ai regardé peut-être les 2 premières saisons, puis j'ai fini par lâcher. Gossip Girl, c'est emblématique pour l'époque, etc. Maintenant, un truc façon Gossip Girl à l'époque actuelle, je suis pas sûre que ça me parlerait. Alors autant j'adorais vraiment à l'époque Gossip Girl, autant je l'ai revu il y a quelques temps déjà. Je me suis dit, ouais, Ouais, sans ok. plus. Je trouve que ça a moins bien vieilli que d'autres choses. Je suis d'accord. C'est vrai que je me prendrais plus de plaisir à revoir, bon, bah, les frères Scott, n'en parlons pas, mais à revoir Gilmore Girls ou Newport Beach que Gossip Girl. Gossip Girl, je l'ai vu 2 fois. Voilà. Ouais. La deuxième fois m'a moins plu que la première. Et pour Ouais. le coup, je trouvais que c'était assez dur de s'identifier. Complètement. Alors peut-être parce que je ne fais pas partie d'une élite dans ce monde. Ouais, mais en même temps, combien de personnes regardent cette série en faisant partie d'une élite? Pas grand monde. Pas beaucoup à mon avis. Le côté un peu mesquin de tous les personnages, parce que bon, au fond, il y a des personnages qu'on aime plus que d'autres, mais ils ont tous un fond un peu pourri, hein, finalement. Ouais, mais regarde dans Tell Me Lies, c'est un peu pareil. Mais pour autant, je les trouve plus attachants. Ouais, c'est vrai, je suis d'accord. En fait, tout était trop dans Gossip Girl. Oui, oui, bah c'était voulu. Après, ça a bien fonctionné, hein. Je me rappelle, c'est quand même une Oui. série qui a eu un gros succès. Je me rappelle que quand je l'ai regardé au fur et à mesure que ça sortait, j'avais hâte d'avoir la suite. Mais maintenant, avec le recul, etc., il y a un truc qui, une fois qu'on est adulte, en tout cas pour ma part, qui me fait moins aimer Gossip Girl. Alors, je sais pas si c'est peut-être le côté un peu trop fourbe, un peu trop, les filles sont trop pestes, les garçons sont trop vicieux. Je sais pas.
Je sais pas, ouais, moi non plus, je sais pas l'expliquer, mais ça fait pas partie des séries que je me dis, tiens, trop envie de me refaire la série, quoi. Non, je suis d'accord. Mais voilà, bref, en tout cas, les vêtements pour Gossip Girl. Là où, à l'inverse de Gossip Girl, dans Gilmore Girl, on a vraiment un style beaucoup plus simple pour Rory. On est sur des pulls confortables que tu peux trouver à Pinky ou à Promode à l'époque, entre guillemets. Ouais, grave. Des jupes, des looks très sales. Ouais, tu me demandes de décrire le look de Rory ou même de sa mère, c'est vraiment pull et jean. Contrairement justement à Gossip Girl, c'est des nanas qu'on voit en pyjama. Et c'est pas des beaux pyjamas de soie à je ne sais combien de dollars, tu vois. C'est des pyjamas que moi j'ai dans ma penderie pour le coup. Donc ça, je les connais, ce genre de pyjama. C'est sûr que Gilmore Girl avait un côté vraiment plus humain. Alors, je sais qu'il y en a qui vont dire, ouais, c'est un peu gnangnan, etc. Mais Non, mais c'est sûr. dans cette Après, série. sans vouloir les comparer entre elles, parce que c'est des séries qui ont absolument rien à voir, mais c'est vrai que Gilmore Girls, cette relation mère-fille, d'avoir des petites soirées films, il y a ce côté très cosy parce que les gens, le petit voisinage, tout est trop kiki dans cette série. Donc c'est une de mes séries réconfort, donc je ne peux que en dire du bien. Mais parce que je m'identifie aussi beaucoup dedans, parce que moi j'adore passer des soirées devant ma télé à bouffer du popcorn en pyjama ou à bouquiner. Que les garçons que je rencontre, c'est beaucoup plus des Dean ou des Jess que des Chuck et compagnie. Donc forcément, oui, je m'identifie beaucoup plus à Gilmore Girls qu'à Gossip Girl. Pareil. Et je trouve que Gilmore Girls, ça a été un point de départ pour d'autres séries qui sont un peu plus actuelles. Parce que moi, quand je regarde Retour à Sullivan Crossing ou même Oui. Virgin River, il y a vraiment ce côté très voisinage, très tout le Ouais, monde est ce truc de autour. partir d'une petite ville et autour de Ouais, c'est ça. ça, il y a plein de choses qui gravitent dans les personnages, entre autres, etc. Et on avait ça aussi à l'époque dans Art of Dixie, qui sont un peu plus récentes que Gilmore Girls, mais un peu anciennes malgré tout. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Ces vêtements participaient à l'identité des personnages. Et je trouve qu'on retrouve vachement ça dans Exo Kitty. Alors je sais que tu pourras pas trop en parler, Elvin, parce que t'as pas vu la série, mais c'est un spin-off de À tous les garçons que j'ai aimé. Donc là, on suit pas Lara Jean, mais on suit Kitty, donc la sœur de Lara, qu'on voit dans les films d'ailleurs. Dans les films, on sait que leur mère était coréenne et qu'elle est décédée d'une maladie, etc. Et en fait, Kitty part en Corée pour retourner sur les traces de sa mère. Je pense que ça plaît parce que il y a ce mélange un petit peu de comédie, mais il y a un peu ce truc de K-drama aussi. C'est beaucoup à la mode, les K-dramas en ce moment. Ouais, c'est vrai. Déjà, dans les films, elle est nature peinture. Kitty, c'est grâce à elle que les lettres sont envoyées. Désolée pour le spoil, mais voilà. Mais elle a ce côté très humain d'être maladroit. Enfin, tu vois, parfois elle marche sur des œufs, elle est maladroite. Il lui arrive toujours des trucs un peu... Ouais, c'est un être humain normal, un vrai, Ouais, quoi. c'est ça. Exactement. La série n'a pas du tout la même esthétique que les films. Ok, Et d'accord. ni même de L'été où je suis devenue jolie, par exemple, qui est une série qui est produite aussi par Jenny Han. Les deux univers ont une photographie totalement différente. Bah, c'est ça qui est intéressant justement, c'est que chaque série est identitaire et elles ont chacune leur code couleur, leur photographie, leur esthétique. Et tu vois, pour le coup, dans Exo Kitty, je trouve qu'ils sont pas tombés dans le cliché un peu des K-dramas en mode petit uniforme, on est en Corée, tout le monde est un peu sage, etc. On a des choses très colorées, très kawaii, comme ils disent, un peu Girl Next Door. Franchement, moi, j'ai regardé sans conviction cette série et je passe toujours un bon moment. Je me le note. Je te laisse la main sur la partie suivante, vu que c'est ton dada. Ceux qui savent auront deviné. On ne peut pas parler de séries des années 2000 ou rom-com sans parler de triangle amoureux. Il y en a des plus iconiques que d'autres. On a le fameux Lucas Peyton Brooke dans Les Frascottes. On a Ryan et Marissa et Teresa dans Newport Beach. Belly, Conrad et Jérémia dans L'été où je suis devenue jolie. Celui-ci, Ils nous en a grave. fait baver tout l'été. À tous les garçons que j'ai aimés, il y a aussi un triangle amoureux. Dans Exo Kitty, il y en a un aussi. J'ai l'impression que c'est une trope, en tout cas, qui est très iconique. Ouais, qui a Dans... jamais été lâchée, elle a toujours été reprise, hein, cette trope, hein. Oui, Ça a toujours tout le fonctionné, temps. hein. Mais que ça soit série ou film même. Hein. Et du coup, ben, les triangles amoureux, qu'est-ce que ça crée dans une série? Ça crée du suspense, des discussions infinies chez les fans, ça crée des fameux débats, on connaît tous. Team Lucas, Team Nathan, Team Peyton, Ouais. Team Bo, Team Belly, Team Conrad. Enfin voilà, on sait que c'est toujours quelque chose qui déchaîne les foules et encore plus à l'ère des réseaux sociaux. Je pense que personne n'a pu passer à côté, que même sur des tapis rouges, on demandait à l'époque, il y avait la saison 3 de L'été où je suis devenue jolie, si les acteurs qu'on interviewait étaient Team Conrad ou Team Jérémia.
Et on a aussi notre trope qui est enemies to lovers, qui est très utilisé dans les années 2000. C'est des ennemis jurés et au final ils finissent ensemble. Bah déjà, Rory Jess, ça commence un peu comme Ouais, ça. j'allais Au dire début, ils Rory peuvent pas Jess, se pour moi c'est saquer, un hein. enemies to lover. Et puis bon, Blair et Chuck, ils ont fait enemies to lovers, to Oui. enemies to lovers, to enemies to lovers. Et c'est quelque chose qu'on retrouve aussi dans Maxton Hall, Oui, parce qu'au début, Ruby et James sont enemies to lovers. grave. Là, ça commence par du chantage et puis ça finit par une belle histoire d'amour. Enfin, belle histoire d'amour. On sait pas comment ça va finir, mais Mais ça va bien finir. je sais pas. Contrairement à l'été où je suis devenue jolie, vu que je n'ai pas lu les livres de Maxton Hall, je ne sais pas comment finit la série. Mais moi, je ne veux pas les lire, je ne veux pas me spoil. Alors, j'attendrai la suite patiemment. C'est aussi quelque chose qu'on a vu dans la dernière comédie qui est sortie sur Netflix, People We Meet on Vacation. Il me semble que c'est Ouais, ça le titre. carrément. C'est ce qu'on disait avec Anaïs, on a regardé ça. Bah, c'est toi qui m'a bien Ouais, j'étais insisté sur le matrixée. fait de le voir, ouais, carrément. En mode, mais Elvin, c'est comme les rom-coms des années 2000, tu vas trop aimer. Et effectivement, c'est ça, il y a les mêmes codes, les mêmes façons dont ils utilisent l'évolution de la relation avec, effectivement, au départ, un couple improbable parce que bah ça démarre par un covoiturage un peu compliqué parce que lui il peut pas l'encadrer. Finalement Ouais. ils deviennent amis et puis bon après voilà il se passe plein de choses mais ça reprend plein de codes effectivement c'est le Mais Enemies pour to vous, je Lovers c'est un sais. format qui Ouais, marche bien. oui. Et en plus, je sais pas toi, mais je trouve que ce film. Alors, moi, je l'ai vraiment regardé sans prétention. Je me souviens l'avoir mis un soir où j'étais toute seule en mode bon, bah, ça va être une énième comédie romantique. Et j'avoue que ces dernières années, j'ai pas forcément eu de gros coups. Enfin, je Non. pense que mes comédies romantiques emblématiques se situent vraiment au début des années 2000, quoi. Enfin, Ouais, je suis 2000. complètement d'accord. Et c'est assez rare parce que je sais qu'avec ma mère, on adore regarder ça. Et quand il y en a une qui sort et qui est bonne, c'est vraiment un jour à marquer d'une pierre blanche parce que on en a de moins en moins, alors qu'à une époque, effectivement, on en avait à la pelle et on pourrait Ouais. en citer plein. Et là, de nos jours, c'est soit il faut une comédie, juste comédie, puis bon, ça passe ou ça casse, soit c'est des rom-coms, mais c'est très moyen. Le Contresens, par Ouais. exemple, ce que tu disais, voilà, Ouais. ils N'en essayent parlons de... pas. Ils arrivent pas, ils savent pas faire, Mais il hein, y en a donc... une autre aussi qui j'ai regardé parce que tout le monde en parlait. Je me suis dit, bon, allez, c'est Closer qui est sur Prime. Donc, il y a eu un 1 et un 2. Ouais, bah ça Et m'attire pas non plus, hein. enfin, je souffre parce que vraiment, c'était pas officiel. Mais je pense que la Genre génération vraiment, actuelle, enfin, c'est leur rom-com à eux. Et nous, à cette oui. génération qui a pu grandir avec des rom-com comme nous on l'entend, forcément, ça nous parle pas trop ce genre de truc, Mais en ce fait, moi, genre je de suis très nouveauté. dérangée par le côté très dark romance qui vient s'incorporer au rom-com. Ouais, je Parce suis que quand d'accord. tu regardes Contresens, il y a ce côté très malsain quand même. Il y a un autre film qui est sorti un peu dans le même esprit que Contresens, c'est Dis-le-moi tout bas ou un truc comme ça. Sans vous mentir, j'ai regardé le film en 3 fois parce que je n'ai pas réussi à comprendre l'histoire. Alors, soit je suis teubée, peut-être, hein. Vraiment, le mec qui a fait le montage du film était vraiment une grosse brette. Genre, j'ai pas Ouais, ouais, ok, genre, je vois le genre. il n'y a pas de fil conducteur, c'est hyper dur de comprendre l'histoire. Enfin, bref, vraiment. Et je voyais que ça faisait un succès fou sur les réseaux. Et j'étais là, bon, bah, c'est pas mon truc. Et en fait, je trouve que depuis l'ère un peu 50 nuances degrés, je trouve qu'on a quand même gardé ce cap un peu de trucs de dark romance. C'est vrai qu'en plus, ce que tu dis, ça amène le sujet suivant, c'est-à-dire qu'on voulait parler un peu de la sexualisation des personnages adolescents, ou de la façon dont c'est représenté en tout cas. Quand on compare les séries actuelles, la manière dont la sexualité est représentée, dans beaucoup de séries modernes, c'est très présent, très explicite. Bon, par exemple, Euphoria, etc. Mais après, ça se veut comme ça, donc c'est ok. Mais c'est vrai que on a tout de suite des scènes sexuelles très explicites, des relations ultra complexes et en fait une vision beaucoup trop adulte de l'adolescence, je trouve. Un peu la même Oui. logique dans Sex Education. Bon, là, c'est un peu le propos, mais c'est vrai que c'est des approches qui sont quand même beaucoup plus frontales. Après, c'est pas comparable. Je pense qu'il en faut pour tous les goûts. Mais malgré tout, les séries modernes ou les films modernes, comme tu étais en train de le dire, pour eux, le sexe, c'est vendeur. Et tu sais que des fois, même avec mes parents, on se fait la réflexion parce qu'il y a une nouvelle série qui sort ou un nouveau film. Et des fois, Ouais. on se dit, ouais, bah, c'est un film de boule, quoi. Alors moi, les scènes de sexe au cinéma ou dans les séries ne me dérangent pas forcément, mais c'est vrai qu'il faut pas que ça devienne juste le truc Le vendeur propos, et que quoi. derrière il y ait rien en fait. En gros, en général, quand ça se produit, le scénario est très creux à côté. Ah bah oui, désolé, mais je vous allez dire,
je hais ce film, mais à contresens. Il y a une scène Ouais. dans le 2, il me semble, où clairement elle lui dit bah viens, on va dans un coin, je vais te sucer. Puis là, meuf, t'as 15 ans. Peut-être que pour le coup, je suis un peu coincée du cul, mais Là, ce qu'on essaye de faire comprendre, c'est pas que c'est dérangeant qui est ça, c'est que en fait, c'est devenu un peu la marque de fabrique de beaucoup de choses. À une époque où nous, bah, adolescents, on regardait des séries qui étaient quand même plus soft et qui correspondaient plus à un mode de vie normal, même s'il y avait des exceptions. Skins, de Gracie, etc., qui abordaient ce sujet de façon plus trash, entre guillemets, ou oui. plus frontale. Et pour le coup, je sais pas Mais si tu te c'était pas une souviens, mais moi, normalité. la première fois que j'ai regardé Skins, j'ai trouvé ça assez choquant. Enfin, Ouais. choquant. Genre, Bah, à pour notre l'époque, âge, quand oui, je c'est suis sorti d'accord. Ouais. en 2007, j'étais en mode... Déjà, j'avais l'impression de regarder un peu un truc Interdit. interdit. Ouais, carrément pareil. Je trouvais ça un peu niche. Et pour le coup, là, je suis en train de me refaire Skins là en ce moment. Et du coup, je suis un peu moins choquée, tu vois. Je suis un peu en mode, ah bah finalement, Skins, c'est un peu gentil, quoi, tu vois. Mais ça, c'est normal parce que là, tu le regardes d'un point de vue adulte. Là où je trouve que c'est moins normal, c'est que justement, on rend populaire ce genre de série, hyper sexualisée, etc. Et quand on est adolescent de nos jours, bah, pour eux, la norme, c'est ça. Ça va être des films comme Ouais. À Contresens ou comme Elite, des rapports sexuels avec n'importe qui, n'importe comment, n'importe quoi. Alors qu'à l'époque, nous, on n'était pas exposés à ça de cette façon. Et les séries qui le faisaient étaient beaucoup plus rares. C'était pas du coup quelque chose de normal, c'était quelque chose d'assez ciblé. Notre cerveau n'était pas formaté à se dire que bah ça, c'est normal et c'est comme ça que se passe la vraie vie. Et au contraire, je trouve que Skins, pour le coup, moi, m'avait un petit peu, bah, comme toi, choqué à l'époque, mais il y avait derrière un message un petit peu de dénonciation. C'est des gens qui étaient paumés et franchement, quand tu les regardais, t'avais pas envie d'avoir leur vie. On n'était pas en train de se Non, pas du dire, tout. waouh, ça a l'air trop stylé. Contrairement à des élites ou des choses comme ça, où les jeunes Ouais. peuvent se projeter en disant ça c'est stylé. Je pense que là, le problème réel, c'est pas tant le contenu, c'est le public qui va se tourner vers ça. Et là, c'est un public beaucoup trop jeune, je pense, qui a accès à ça de façon beaucoup trop facile. Là où dans les séries des années 2000, eh bien, la sexualité existait, bien évidemment, mais elle était beaucoup plus suggérée que montrée. Par exemple, alors, vous allez vous dire, putain, elles sont obsédées par les frères Scott, mais c'est vraiment les scènes qui nous reviennent le plus. C'était surtout une espèce de tension émotionnelle. Les regards, les relations un petit peu compliquées entre Nathan et Ellie, ou alors on les voyait se réveiller ensemble, mais il n'y avait jamais de d'acte en lui-même, c'était très suggéré. Voilà, on était beaucoup plus dans la lenteur, dans la douceur, les lettres d'amour, les choses comme ça. Ouais. Enfin, voilà, c'est ce qui nous plaisait. Tu sais, les premiers baisers, les déclarations, les ruptures sous la pluie. On se reconnaissait dans ces personnages parce que bah, c'était beaucoup plus proche d'une réalité. Et c'est vrai qu'on aime bien retrouver donc nos archétypes classiques. Donc on a la fille un petit peu maladroite, mais attachante. Bon, comme on le disait tout à l'heure, on va rebalayer ça très vite parce qu'on a déjà un petit peu fait le tour. Mais le bad boy riche ou alors la meilleure amie drôle et un peu bébête en général. Ou encore le garçon gentil qu'on remarque trop tard, souvent le meilleur ami d'ailleurs. Et ça, on le retrouve dans pas mal de nouvelles séries et films comme on aime, entre guillemets. C'est vrai que dans Maxon Hall, il y a ça. Bah, elle a sa meilleure amie qui est un peu faux-folle, son meilleur ami qui est amoureux d'elle mais qui osera jamais lui dire parce qu'il y a James Beaufort en face. Dans tous les garçons que j'ai aimés, on retrouve un petit peu aussi ces codes de cette fille un peu maladroite, etc. Belly, c'est pareil. Belly, elle est maladroite dans l'été où je suis devenue jolie. Et rappelons que Conrad, c'est quand même, et Jérémia sont tous les deux ses meilleurs amis de base. Dans Et The oui. Kissing Booth aussi, on a ça d'ailleurs. Ouais, et elle est particulièrement maladroite dans The Kissing Booth. Ouais, elle est particulièrement maladroite. Alors, il n'y a pas d'histoire d'amour avec son meilleur ami pour autant, parce que pour le coup, elle sort avec son frère. Tu sais à qui il me fait penser, son meilleur ami dans The Kissing Booth? Il me fait penser au même meilleur ami que dans Comme Cendrillon. Oui, de fou. Et la J'ai même coupe l'impression de que cheveux en plus. physiquement, c'est un peu les mêmes, et en plus, le personnage est travaillé de la même façon. Ouais, C'est vraiment exactement. le Je suis même tout à fait style. d'accord. Moi, j'avais juste un truc à rajouter, c'est que pour le coup, je trouve que les personnages maintenant sont beaucoup plus diversifiés. Je trouve que maintenant, être une fille maladroite n'est pas quelque chose de péjoratif. Là où Amanda Seyfried dans Lolita malgré moi, c'est vraiment la blonde de service. Oui, oui, elle est caricaturée bébête, hein. Alors que dans le remake, en forme de comédie musicale de Lolita malgré moi, je trouve qu'ils ont quand même fait évoluer les personnages dans le sens où être maladroite ou être un peu, c'est pas forcément bébête, mais dans la lune ou des choses comme ça, c'est pas quelque chose de péjoratif. Oui. Là où dans les années 2000, clairement, c'était souvent la grosse bouseuse avec des lunettes. Alors, j'ai des lunettes, donc je sais de quoi je parle. Oui, c'est vrai qu'on avait des très gros clichés de la fille populaire, c'est souvent la fille blonde, la Ouais. fille ringarde, c'est la fille qui a des lunettes. Ça a quand même évolué dans le bon sens à ce niveau-là, et heureusement. Oui, c'est bien parce qu'il y a de la diversité et chacun peut s'identifier à un personnage. C'est vrai. Ça a toujours été le cas, mais
on était sur des trucs beaucoup plus standards, beaucoup plus codifiés, etc. Et je trouve que ça a bien avancé en tout cas avec l'évolution des mentalités. Ça me permet de rebondir sur une autre partie qu'on voulait aborder, c'est un peu le rôle des parents, où on a des parents qui sont présents. Karen pour Lucas Scott, Lorelai pour Rory. Pareil, on est encore dans ce truc des années 2000, on a une Amérique très puritaine, donc les valeurs de la famille sont très importantes, donc ça fait partie des choses en tout cas qu'il faut refléter à la télé. Et contrairement aux séries actuelles où les parents clairement n'existent pas, où les jeunes font ce qu'ils veulent, moi Ah ça oui, en tout m'avait cas, les parents sont pas des personnages à part entière, parce que même quand tu regardes dans Gossip Girl, les parents de chacun sont hyper importants, que ce soit la mère de Serena, que ce oui. soit le père de Dan, etc. Les parents ont toujours une place très importante, peu importe le schéma familial. Mais il y a quand même une lumière sur les parents ou le parent qui est hyper, je trouve, importante à l'époque et qu'on retrouve dans les séries dont on parlait tout à l'heure, plus modernes, genre L'été où je suis devenue jolie. La place de Oui. Susanna, elle est grave importante. Mais même de Lorraine. Oui, bah les deux, ouais, complètement. Même dans Maxon Hall, hein, la maman de, enfin les Ouais, parents de la maman. Ruby. Les parents de Ruby, ils sont so codés 2000, je trouve. Ouais, son père est tellement adorable, je l'aime trop. Là où les parents de James sont un peu plus codés Gossip Girl. Mortimerde. Ouais, c'est ça. Et c'est vrai que pour conclure, ce qui fait que ça nous touche autant, toi comme moi et beaucoup d'entre nous, on a découvert les romances à travers donc les séries qu'on a pu citer, les frères Scott, Gilmore Girls, Newport Beach, etc. Elles racontaient l'amour adolescent comme quelque chose de très intense, très dramatique, mais aussi et surtout très innocent. Et les nouvelles romances qui reprennent ces codes réveillent exactement ce même souvenir émotionnel. On regarde pas seulement une histoire d'amour, on retrouve la façon dont on ressentait les histoires d'amour quand on était adolescent. Finalement, si ces séries fonctionnent autant aujourd'hui, c'est pas seulement parce qu'elles racontent des histoires d'amour, c'est aussi parce qu'elles reprennent donc des codes très précis qui ont marqué toute une génération. Les bandes originales incroyables, les lieux iconiques, la plage, le lycée ou une petite ville bien connue, les chambres d'ados qui racontent une personnalité, les personnages auxquels on s'attache immédiatement ou dans lesquels en tout cas on peut se reconnaître. Les séries comme les Frères Scott, Newport Beach ou encore Gilmore Girls ont créé une manière très particulière de raconter l'adolescence. Et les nouvelles romances reprennent ces mêmes éléments pour recréer cette même sensation. Au fond, ces séries ne parlent pas seulement d'ados, elles parlent aussi à notre nostalgie, à nos souvenirs et à la version adolescente de nous-mêmes qui croyait encore aux grands amours, aux chansons qui passent au bon moment et aux étés qui changent une vie. Et c'est peut-être pour ça qu'on aime autant les regarder aujourd'hui. Je te laisse la main pour conclure comme une reine, comme tu le fais toujours si bien cet épisode. Moi, j'ai une dernière question pour toi. Est-ce que dans les romances des années 2000, il y en a une particulièrement qui te vient là maintenant? Si je te pose la question, quelle est ta rom-com des années 2000 incontournable? C'est trop dur, j'en ai trop. Là, tu. Là, Mais tu. ce sera l'occasion de peut-être faire à la suite de cet épisode, notre épisode sur les rom-coms, je pense. Oui, bah oui, mais je peux pas choisir. Je vais dire un qui me vient en tête parce que je le regarde tout le temps avec ma maman et qu'on l'aime trop celui-ci. Non, Le Témoin amoureux. Non, j'allais dire le témoin amoureux, bah oui. C'est Le Témoin amoureux. J'adore regarder ce film. Il passe souvent, au moins une fois par an, sur TF1, mais genre en deuxième partie de soirée. Et j'adore toujours le regarder. Pourtant, je connais Ouais. l'histoire absolument par cœur. Ouais, mais on aime trop. On attend toujours ces moments où le mec va réaliser en dernière minute que c'est pas la bonne fille qu'il va épouser, mais qu'il faut aller chercher l'autre. Il y a toujours des scènes trop drôles, les personnages sont géniaux, les acteurs. Enfin, j'aime trop ce film. Et toi? Et moi, je vais pas sortir quelque chose de très original, mais je pense que ma rom-com favorite de tous les temps, c'est Love Actually. Ouais, bah t'as bien fait de le dire, ce que je voulais dire. C'est bien, comme ça varie un peu. On s'en lassera jamais de Love Actually. Et si par exemple là, quelqu'un vient te voir et te dit donne-moi une rom-com à regarder sur les plateformes là actuellement, une des dernières que tu as pu regarder. Je pense que je vais dire, ce qu'on a déjà parlé de People Meet on Vacation, donc je pense que je vais dire un film qui est pas du tout connu, mais qui est grave sympa. Ça s'appelle This Time Next Year. C'est avec l'acteur qui joue Alfie dans Emily in Paris. Disponible sur Canal ou alors sur Amazon si vous avez Paramount+. Le petit pitch rapide, c'est deux personnes, donc Minnie et Queen, qui sont nées le jour de l'an, à 1 minute près, dans le même hôpital à Londres. Et en fait, 30 ans plus tard, ils se retrouvent à nouveau dans la même ville, au réveillon de Nouvel An. Il se passe plein de trucs et c'était trop chou. J'ai trop aimé, j'ai regardé ça à Nouvel An, c'était génial. Et toi, tu Ouais, vas me sortir quoi alors? Eh bien moi c'est Love Again.
Love Again un peu beaucoup passionnément. Moi, je vous raconte un peu vite fait l'histoire sans vous spoil. Mira, qui est face à la perte de son fiancé et qui envoie une série de SMS romantiques à son ancien numéro de téléphone portable, sans se rendre compte qu'il a été réaffecté au journaliste Rob Burns, et Rob devient du coup captivé par l'honnêteté de ses mots dans les textes qui sont magnifiquement construits. Il y a Céline Dion qui apparaît dans ce film-là, donc c'est un bon argument. Oui. Céline! La BO est full Céline Dion, il me semble aussi. J'avais passé un très bon moment, je l'ai regardé un peu par hasard. Je trouve que Moi, je ça, il y l'avais a quand même pas regardé à mal de l'époque codes. parce que c'est l'acteur de Outlander qui était dedans. J'ai pas été autant emballée que toi, j'avais trouvé ça sympa, mais sans plus. Mais j'avais passé un bon moment quand même. Je vais vous les rajouter dans votre petite liste. Et Exactement. je crois qu'on va pouvoir clôturer cet épisode. Vas-y. Vous commencez à connaître la chanson. Je sais que je me répète à chaque épisode, mais si vous avez apprécié l'épisode, si vous avez envie de nous donner de la force, eh bien, notez l'épisode sur les plateformes de streaming, que ce soit Apple Podcast, Spotify, Amazon Music et j'en passe. Et maintenant, on est même sur YouTube, donc vous pouvez même vous abonner sur YouTube. Ça nous fait toujours plaisir. On arrive plus à visualiser sur YouTube un petit peu l'impact qu'on peut avoir parce que à travers les plateformes, on a juste le nombre d'écoutes et pas forcément les j'aime, etc. Donc, et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Peut-être que ce sera nos top 5 ou 10 de nos rom-coms préférés. On verra si ça vous emballe. N'hésitez pas à nous le dire dans les commentaires du podcast si c'est un sujet qui vous intéresserait. Elvin, on se dit à la prochaine pour un nouvel Oui, épisode et avec plaisir. Ciao! ciao!